Aujourd'hui, je repasse sur ce qu'on sait de la disparition puis de la découverte du corps de Jessie Duchesneau. Et moi, je vous raconte les circonstances enrageantes qui ont mené vers le meurtre de Mme Cécile Clément. Vous écoutez le balado Captif. Annie, on est déjà au bout de la saison 4. Incroyable! On a toujours le cœur un peu gros quand on vient en studio enregistrer la fin de la saison. Oui. Encore plus quand on envoie l'audio dans l'univers et qu'on sait qu'on doit se dire à l'année prochaine. Je vais en profiter tout de suite pour vous remercier, vous, les auditeurs, les lecteurs aussi, nos membres Patreon et tous ceux qui se déplacent pour venir à notre rencontre depuis 4 ans. On vous le dit souvent, c'est du sérieux. Vous avez changé nos vies. Vous êtes une communauté fabuleuse et on a déjà hâte de vous retrouver l'an prochain pour la saison 5. D'ici là, vous le savez, on n'est jamais bien loin. Venez quand vous voulez, vous promenez sur nos réseaux sociaux, échangez avec nous. C'est ce qui nous console un peu de retourner s'enfermer en studio pour 1 an. Annie, fidèle à la tradition aujourd'hui, pour le dernier épisode, je me penche sur un gros cas. Un cas qui nous a beaucoup occupé l'esprit en 2023-2024. En faisant mes recherches, j'ai été replongée dans plein de flashbacks de mon dernier épisode de la saison dernière, justement, quand j'ai dû raconter l'histoire crève-cœur de la disparition puis de la découverte du corps d'Eduardo Malpica à Trois-Rivières. Ah oui. Pour vrai, pendant de longs moments, j'ai eu l'impression que l'histoire se répétait presque entièrement. Je te jure, ça m'a donné des frissons dans le dos. Ceci étant dit, même s'il y a certaines similitudes avec la tragique histoire d'Eduardo, l'histoire du jeune homme que je vais te raconter aujourd'hui n'est pas moins importante. Et surtout, elle est tout aussi tragique. Elle a fait couler beaucoup d'encre cette année. Je pense qu'il était incontournable pour moi que je décortique ce drame épouvantable avant de finir la saison. Aujourd'hui, je vous raconte ce que l'on sait des circonstances qui entourent la disparition puis la mort du jeune Jessie Duchesneau. En novembre 2023, Jessie Duchesneau a 19 ans. Il habite à Passepébiac, un petit village d'environ 3000 âmes situé dans la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, dans la baie des Chaleurs plus précisément. On a une amie commune ici chez Captive, Annie, qui vient justement de Passepébiac. Vous la connaissez probablement aussi, les auditeurs, puisque son balado est très populaire. Je parle évidemment de la belle Joanie Castillo, l'hôtesse du balado Les Petites Frousses, avec qui j'ai parlé un peu de son village natal. En fait, j'avais envie de saisir l'ambiance, de comprendre à quel point c'est une communauté serrée à Passepébiac. Elle m'a assuré que tout le monde se connaît de près ou de loin et que c'est effectivement une communauté tissée très serrée. Elle m'a aussi dit que quand un drame arrive là-bas, tout le monde se sent concerné. Elle m'a aussi intimé que si je disais Passepéia au lieu de Passepébiac, les gens du coin allaient trouver ça pas mal cute. Ah oui? Alors, soyez pas surpris si j'en glisse un petit une fois de temps en temps. Donc, pour en revenir au beau Jessie, fier citoyen de Passepéia, il est le fils de Mme Aspiro et de M. Duchesneau. Dans plusieurs parutions, on parle que Jessie a des frères et sœurs, mais selon ce que j'ai pu confirmer avec Stéphane Luce, fondateur et président de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, qui a beaucoup travaillé sur son dossier, Jessie n'a qu'un frère, Jordan. Cela dit, j'ai cru comprendre que tout le clan Aspiro-Duchesneau était très, très proche. Les 2 frères et les parents, évidemment, mais aussi les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Bref, Jessie était un gars vraiment bien entouré. Un jeune homme souriant, serviable, réservé, mais très amical. Un grand sportif qui se tient loin de la drogue et du party trop intense. Bref, comme toi puis moi, on est 2 madames d'un certain âge, Annie, on aurait tendance à dire un bon petit gars. J'allais dire un bon petit gars. Même si à ce moment-là, Jessie a 19 ans et mesure 6 pieds 1. Depuis la rentrée, soit en septembre 2023, Jessie termine ses études pour devenir électricien au Centre de formation professionnelle de Bonaventure, qui est situé à environ une 30aine de kilomètres de Passepébiac. Depuis 2 ans, tous les jours, durant les sessions scolaires, il fait le trajet en voiture pour assister à ses cours qu'il apprécie beaucoup. Annie, je m'arrête pour faire une petite note ici. Dans la plupart des événements que je te raconte, je te le dis souvent, mes sources sont assez restreintes, plutôt répétitives. Oui. Pour le cas de Jessie, on est dans l'extrême opposé.
Les sources sont pratiquement infinies, tellement que ça m'a donné le vertige. À un certain point, j'avais tellement d'onglets d'ouverts, de notes, de commentaires, de publications Facebook, de témoignages, d'articles, de reportages. Pour vrai, j'étais ensevelie. Donc, pour te raconter l'histoire de Jessie, j'ai essayé de me fier principalement aux témoignages directs de la famille et aux informations précieuses, encore une fois, de Stéphane Luce, qui, comme je viens de te le dire, a beaucoup travaillé dans le dossier de Jessie et a bien voulu répondre à mes questions pour clarifier certains points. Je voulais donc placer ça d'emblée, parce que des versions dans l'histoire de Jessie, il y en a eu plusieurs, justement. Je vais essayer de démêler tout ça et de te raconter l'histoire de la manière la plus précise possible avec les informations que j'ai pu aller chercher. Donc, le vendredi 3 novembre 2023, Jessie quitte Passepébiac en matinée dans sa voiture. Je l'imagine quand même assez joyeux, excité même parce que c'était tout un week-end qui se dessinait pour lui. Avec 3 de ses amis du centre professionnel de formation, Jessie avait comme plan d'aller passer la fin de semaine dans la grande ville de Québec et goûter pour la première fois à l'ambiance de la grande capitale. Les 4 jeunes avaient prévu aller coucher à l'appartement d'amis communs, si j'ai bien compris, donc des gens que Jessie ne connaissait pas personnellement, mais qui connaissaient un ou plusieurs de ses camarades d'études. Bref, le matin du 3 novembre, le premier arrêt pour Jessie était prévu 350 km plus loin, à Rimouski, où, selon Joanie Duchesneau, la cousine de Jessie qui a beaucoup porté son histoire dans les médias, il devait rejoindre ses 3 amis. Une fois arrivé à Rimouski, Jessie retrouve ses potes, comme prévu, et laisse sa voiture chez l'un d'eux. Les 4 jeunes prennent alors une autre voiture et font les 350 derniers kilomètres qui séparent Rimouski de Québec avant de se diriger dans l'appartement des amis communs dans l'arrondissement de Beauport. Je te jure, Annie, le road trip de Jessie m'a tellement donné de flashbacks de ma propre adolescence. Oui, Abitibi, Montréal. Ah oui, puis je pense que tout le monde, tous les jeunes et moins jeunes ici, vous qui venez de régions éloignées, vous allez vous reconnaître aussi. Combien de fois, moi, je l'ai fait, ce road trip-là, partir de Val-d'Or avec des amis pour m'en venir à Montréal, m'enivrer, l'effervescence d'arriver dans un grand centre, de débarquer chez des nouveaux amis, le sentiment de liberté, d'excitation, de rencontrer du nouveau monde, de vivre de nouvelles expériences. Je te jure, là, je peux facilement m'imaginer comment se sentait Jessie à ce moment-là, fatiguée d'avoir son voyage dans le corps quand même, mais l'excitation plus forte que tout. Et l'anticipation de savoir ce que sa soirée lui réservait devait l'enivrer solide. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'imagine comment il se sent quand il quitte, avec les autres, l'appartement de Beauport pour se diriger dans le quartier Saint-Roch et d'aboutir au Midnight Blue, qu'on décrit comme littéralement un voyage dans le temps faisant revivre les discothèques des années 90. Je suis allée faire un tour sur leur site web pour comprendre à quel genre d'établissement on référait. Puis c'est tout ce que tu peux t'imaginer d'un club, Annie, là. Stroboscope, foule surexcitée, musique assourdissante. En regardant la vidéo promo, j'ai vu beaucoup de scènes de binge drinking, beaucoup de petits shooters en plastique, d'alcool fort versé directement dans la bouche des clients, de la bière descendue en 3 secondes. Là. Bref, on est clairement dans un endroit pour faire la fête et la modération ne semble pas trop faire partie du concept ici. C'est une drôle de promotion quand même, hein? Bref, je sais que pour Jessie, c'était sa première escapade à Québec. Est-ce que c'était aussi son baptême de clubbing, entre guillemets? Je ne sais pas, mais clairement, si oui, il était servi. J'ai cru comprendre que la petite bande est arrivée au Midnight Blue autour de 23h minuit, puis Annie, un peu comme dans l'histoire d'Eduardo, si tu te souviens bien, semble qu'en très peu de temps, l'état de Jessie se soit beaucoup détérioré. Autrement dit, que dans un laps de temps assez court, très peu de temps après son arrivée au Midnight Blue, Jessie se soit retrouvée très intoxiquée. Toujours d'après le récit de Joanie, la cousine de Jessie, il semble que le comportement de son cousin est même devenu assez rapidement bizarre, hors de l'ordinaire, disons. Par exemple, à plusieurs reprises, quand on lit sur le dossier de Jessie, on relate qu'il se parlait tout seul devant le miroir dans la salle de bain du Midnight Blue. On raconte aussi que son comportement était à ce point inhabituel que quelques clients, des inconnus, vont voir les employés du Midnight Blue pour les informer qu'un gars ne semble pas vraiment bien aller, qu'il a l'air complètement gelé. Et là là. D'autres clients se contentent de s'installer au loin pour rire de lui en observant ses comportements. À partir d'ici, c'est assez flou de décrire ce qui a pu se passer parce que les témoignages sont divergents. Mais ce qui semble revenir le plus souvent, c'est que vers 1h30, Jessie serait sortie du bar. Bon,
D'un côté, on dit qu'il aurait été expulsé, de l'autre, que les employés de la discothèque auraient voulu simplement l'accompagner dehors pour lui faire prendre un peu d'air et le laisser dégriser, là, en bon français. Ailleurs, on dit que Jesse a quitté le bar tout seul ou encore qu'il est resté jusqu'au last call avant de partir en courant dans la direction opposée de ses amis. Mon Dieu, c'est dommage confus. Ouais, je sais pas quelle est la bonne version, honnêtement, mais ce que je peux te dire, c'est qu'à partir d'ici, Jesse Duchesneau est complètement laissé à lui-même dans une ville qu'il ne connaît pas. Pendant ce temps-là, au Midnight Blue, la fête continue. Les amis de Jesse ne semblent pas outre mesure s'inquiéter du fait que leur ami manque à l'appel, ni qu'il semblait être dans un état très altéré la dernière fois qu'ils l'ont aperçu dans le bar. Est-ce qu'ils s'en sont même rendus compte, Annie? Aucune idée. Tu sais, j'en parlais avec Stéphane Luce, qui était somme toute assez indulgent envers les jeunes hommes. T'es dans un bar, t'es sur le party bien raide, t'es pas trop au courant de ce qui se passe pour tes amis. Des fois, là, tu sais, j'ai pas l'impression que ce bar était propice à une petite jasette entre boys autour d'un pichet de blonde. Non, là. c'est ça. C'était la fête, la foule sur la piste de danse, la musique à tue-tête, des états altérés. Bref, rien de surprenant quand on apprend que ces gars-là n'ont pas trop réagi à l'état ou même à l'absence de Jesse à ce moment-là, précisément. Là où ça devient un peu plus problématique, disons, c'est qu'ils se rendent bien compte à la fermeture du bar que Jesse est introuvable. Bon, OK, peut-être qu'ils pensent que Jesse est parti avec une fille, mettons, sans leur dire, même s'il semble que c'était absolument pas son genre. Mais oublie pas une chose, Annie, Jesse n'avait jamais mis les pieds à Québec. Il n'y avait aucun repère dans cette ville, d'autant plus que les gars chez qui il devait dormir étaient eux-mêmes au Midnight Blue, donc impossible de penser que Jesse était simplement rentré sans eux. Il n'aurait pas su où aller, ni pu entrer dans l'appartement de toute façon. Je ne sais pas ce que se sont dit les amis à ce moment-là, mais je sais, Annie, qu'ils ont été sévèrement blâmés dans les médias et par les proches de Jesse. Bon, effectivement, c'est négligent, disons, comme comportement. On a le droit de penser ça avec le recul. Mais encore une fois, dans le contexte et les circonstances, est-ce que c'est rarissime et saugrenu venant d'une bande de jeunes gars dans la vingtaine sur le gros party de plus ou moins sans faire les uns pour les autres? Pas tant. J'ai l'impression que ça serait différent avec une gang de femmes, de filles, de jeunes filles. Absolument. Oui, hein? Je pense qu'on prend plus soin l'une de l'autre, surtout dans des bars comme ça. Oui, puis c'est vraiment devenu, disons, une règle sociale vraiment répétée et répétée. On se laisse pas toute seule. Exactement, tandis que les gars, ils ont plus une liberté, ils se laissent plus aller, mettons. Oui. Est-ce qu'on espère qu'ils fassent mieux à l'avenir? Bien, peut-être. Certainement. Selon un article du Journal de Québec paru le 24 avril 2024, les amis de Jesse se décident enfin à signaler la disparition de leur ami à 16 h le lendemain après-midi. Ben voyons. Donc, samedi, le 4 novembre. Bon, j'imagine qu'à ce moment-là, ils ont bien réalisé que Jesse donnait pas signe de vie, qu'il ne répondait pas à ses textos ou à ses appels non plus. Là, ça devait commencer à être assez paniquant. Ils appellent donc les parents de Jesse et leur annoncent que leur fils manque à l'appel depuis la veille. Ah, mon Dieu, hey! Le branle-bas de combat pour retrouver Jesse Duchesneau venait de commencer. Si j'ai bien compris, les choses bougent assez vite quand on réalise les circonstances de sa disparition. Dans un reportage d'Ici Québec du 6 novembre 2023, on raconte qu'un poste de commandement du SPVQ, donc du service de police de la Ville de Québec, est installé dans le quartier Saint-Roch, sur la rue Caron. Sur le terrain, on fouille le quartier de fond en comble très rapidement. Les policiers ratissent aussi la rivière Saint-Charles, située pas très loin, toujours dans le quartier Saint-Roch. Rivière qui est très peu profonde à cette hauteur, tellement que les agents sont à pied dans l'eau. Là, ça te donne une idée. Ouais. Très vite, les médias s'emparent de l'histoire du jeune Gaspésien qui manque à l'appel à Québec. On diffuse la photo de Jesse dès les premiers jours suivant sa disparition. Les policiers font appel à la population. Regardez dans vos cours et vos cabanons. Très rapidement, la famille et les proches arrivent de Passepébiac, accompagnés du GA de la Gaspésie, acronyme pour Groupe d'aide en recherche et sauvetage, organisme bénévole qui va mener de front les recherches sur le terrain avec la famille et les amis. Et bientôt, nos amis de Meurtre et Disparition et Résolus du Québec les rejoignent aussi. Hey, ça va quand même vite. Oui. Il y a quand même une belle mobilisation, là. Oui, absolument. En tout, là, ce seront plus de 300 bénévoles qui auront, au fil des mois, travaillé sur le terrain à essayer de retrouver Jesse ou un indice qui pourrait expliquer ce qui s'est passé pour lui dans la nuit du 3 au 4 novembre, une fois sorti du Midnight Blue. Et des indices, il va y en avoir dans le dossier et assez rapidement même. Les premiers consistent en des images vidéo qui captent certains déplacements de Jesse dans le quartier Saint-Roch, toujours. Dans un topo d'Ici Québec, on diffuse 2 vidéos de Jesse qui est aperçue.
Les premières images sont prises autour de 3h10 du matin dans la nuit du 3 au 4 novembre 2023, alors que Jesse marche sur la rue Saint-Joseph près de la rue Caron. Sur lui, son manteau négligemment posé sur ses épaules, la tête basse, il marche dans la pluie. On le voit de dos seulement, en très gros plan. Une autre vidéo le montre quelques minutes plus tard, rue Prince-Édouard. Il est dans la rue et marche d'un bon pas, toujours sous la pluie. Puis en voyant les images, Annie, ce qui m'a frappé, c'est que Jesse ne semble pas titubé. Il marche à une bonne vitesse, d'un pas sûr. Bon, évidemment, je ne le connais pas, ni lui, ni sa démarche habituelle, mais il semble tout de même assez solide sur ses pattes. Mais on calcule quand même que ça ferait 2 heures qu'il aurait quitté le bar à ce moment-là? S'il a bien quitté le bar à 1h30, oui. OK. C'est aussi autour de ce moment-là, quelques jours après sa disparition, qu'une équipe de bénévoles trouve le cellulaire de Jesse à l'intérieur d'un stationnement couvert. On a beaucoup parlé de cette découverte et on a beaucoup spéculé aussi. Alors, je vais prendre 2 petites minutes pour expliquer ce que j'ai compris de l'endroit et du contexte de la découverte du téléphone de Jesse. Selon ce que j'ai compris, donc, on a fouillé ce stationnement qu'on qualifie souvent de stationnement souterrain, mais qui est en fait un stationnement couvert pour les condos avoisinants, donc un stationnement à 10-12 places environ. On l'a fouillé donc parce que c'est non loin d'où Jesse a été aperçu sur les dernières images qu'on a de lui, mais aussi parce qu'on a fini par mettre la main sur une autre vidéo qui le montre entrer dans ce stationnement. Voyons. On est sûr que c'est lui, là? Oui. Ben voyons. On se souvient, Annie, on est en novembre et il pleut. Jesse est dehors depuis quelques heures déjà et semble un peu tourner en rond, là, selon le trajet qu'on peut se faire suite aux images. Il se cherche, j'imagine, parce qu'il ne connaît pas la ville. On ne connaît pas trop son état d'esprit ni son degré d'intoxication à ce moment-là, évidemment, mais on peut présumer qu'il n'est pas dans un état normal. Il voit un stationnement couvert, qui n'est pas extravagant de penser qu'il a voulu se mettre à l'abri de la pluie pour prendre un petit break. Là. Jusque-là, ça va. La caméra de sécurité capte donc Jesse entrer dans ce stationnement à 3h45 du matin et le capte à nouveau en sortir à 4h40, donc presque 1 heure plus tard. À moins que je me trompe, je pense que ces images-là n'ont pas été rendues publiques, mais ce qu'en dit Joanie, sa cousine, qui les a vues, elle, les images, c'est que Jesse semble ressortir du stationnement encore plus amoché qu'à son arrivée. Il titube, va même jusqu'à tomber. Il se relève péniblement et quitte vers l'est en longeant la piste cyclable qui, elle, longe la rivière Saint-Charles. Jesse Duchesneau n'a plus jamais été revu vivant après ça. C'est dans ce stationnement-là que les bénévoles ont retrouvé le téléphone de Jesse quelques jours après sa disparition. Et tout le monde s'est emballé, surtout parce que les bénévoles ont dit avoir fouillé plusieurs fois ce stationnement et jurent que le téléphone n'y était pas avant de mettre la main dessus à la 3e ou à la 4e fouille, ce qui est effectivement très étrange. J'en ai parlé longuement avec Stéphane Luce, comme je te disais, et je pense que c'est quand même intéressant de partager sa version à lui. Il m'a expliqué, Annie, que le téléphone de Jesse a été retrouvé sur une des lumières du stationnement. Donc, imagine-toi une grosse lampe murale, mettons, entourée d'un grillage, d'une cage, en fait. Là, tu vois le genre? Une cage carrée vissée sur le mur qui protège la lampe murale. Eh bien, le téléphone a été retrouvé sur le dessus de cette cage-là, à 7 pieds du sol environ. Donc, on ne parle pas, mettons, d'un téléphone qui traînait par terre ou qui était à un endroit très évident de visu. Là. Et selon Stéphane, qui a vu plusieurs photos du stationnement prises après la disparition de Jesse, mais avant la découverte du téléphone, il m'explique être pratiquement certain de ce qu'il avance. Le téléphone est là, sur la cage, dans les photos. Bon, évidemment, on ne parle pas de photos haute définition qui zooment cette partie précisément, mais au loin, il croit apercevoir un objet carré sur le dessus du grillage qui ressemble aisément à un téléphone. Bien, je dois avouer qu'on doit regarder surtout par terre, là, quand on fait des fouilles, quand on cherche. On ne s'attend pas à trouver quelque chose nécessairement en hauteur. Exactement. Selon lui, donc, le téléphone a toujours été là. Seulement, personne ne l'avait encore remarqué. On se rappelle que c'est un endroit assez peu intuitif, là, effectivement. Mais disons, pour un grand comme Jesse qui mesure 6 pieds 1, est-ce que ça peut avoir été un endroit, disons, plus sûr pour laisser son téléphone le temps de s'assoupir? Est-ce que Jesse aurait pu avoir peur de se faire les poches, mettons, une fois endormi, et qu'il aurait pu trouver que c'était un endroit plus sécuritaire pour laisser son sel, le temps de s'allonger? Puis, mettons, je sais pas, il revient à lui, il se souvient plus d'avoir mis son sel là, repart sans le reprendre.
Pour moi, ça sonne plausible, là. C'est une hypothèse envisageable, en tout cas, disons-le comme ça, mais bref. Ça explique tout de même un peu mieux le contexte du fameux téléphone retrouvé. On dit aussi que la casquette de Jessie aurait été retrouvée par terre à la sortie du stationnement, encore une fois apparue le 3e ou 4e jour après avoir fouillé cet endroit. Là-dessus, Stéphane n'avait pas d'explication. Évidemment, la police, à ce moment-là, saisit le téléphone pour en extraire le maximum de données qui pourraient indiquer où se trouve Jessie et récolter quelques indices supplémentaires sur ce qui a bien pu se passer pour lui, mais n'annonce rien publiquement à ce sujet par la suite. Jusqu'à ce qu'une autre rumeur fuse à propos du téléphone. Et là, Annie, j'hésite à dire rumeur ou fait avéré parce que dans les innombrables articles que j'ai survolés, j'ai pas trouvé la source exacte de cette information, mais je sais qu'on a mentionné souvent que le téléphone de Jessie, vers 9h30, le matin du 4 novembre, donc quelques heures après qu'on ait pu retracer Jessie dans le stationnement du condo, aurait émis un signalement à la tour cellulaire de la gare centrale, qui est située à environ 1,5 km du stationnement. Je sais que cette information-là a aussi fait beaucoup parler. On se demandait si le téléphone de Jessie était en la possession de quelqu'un d'autre ce matin-là ou si Jessie avait tenté de retourner en Gaspésie en autobus, par exemple, qui parte de la gare. Bref, comme tu peux voir, Annie, c'est vraiment difficile de couvrir tous les petits détails de l'histoire et de bien comprendre où s'arrêtent les faits et où commencent les rumeurs. Une chose est certaine, c'était fabuleux de constater, je suis certaine que tu te souviens de ça aussi, à ce moment-là, le Québec en entier a les yeux rivés sur la vieille capitale et l'histoire de Jessie est loin de passer dans le beurre comme bien des disparitions au Québec. Je suis certaine que de voir tout cet engouement, en guillemets, là, tout cet intérêt pour le beau Jessie a dû réchauffer le cœur paniqué des membres de la famille et des gens de Passepébiac. Pendant des mois, l'histoire de Jessie a bénéficié de beaucoup d'attention médiatique. On sentait les gens engagés et très attachés à Jessie. Les gens en ont beaucoup parlé, Annie, même avec nous, en nous écrivant sur les diverses plateformes. On a beaucoup relayé d'informations sur notre groupe Facebook Crimes réels et faits étranges au Québec. Bref, je me demande même si jusqu'à un certain point, on n'a pas perdu complètement le contrôle sur l'histoire de Jessie, tant il y avait de rumeurs et de versions. Et l'une de ces rumeurs, la plus désolante, si je peux me permettre, on la doit à une dame. Une dame que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire de publicité, mais disons qu'elle se réclame être affublée de dons de voyance. Nous l'appellerons donc la voyante, tout simplement. Très tôt, après la disparition de Jessie, donc, cette voyante, qui est quand même extrêmement suivie sur les réseaux sociaux, s'invite dans l'histoire en publiant jour après jour le fruit de ses visions sur le jeune Gaspésien. Bon, jusque-là, rien de trop choquant. Là, on l'a vu ici, Annie, une histoire de disparition sans voyant qui débarque à un moment ou un autre dans l'affaire. C'est du jamais vu, je pense. Le problème, c'est que la voyante ici ne se contente pas de dire qu'elle a des visions. Non, elle se met à affirmer que Jessie est toujours vivant. Elle publie des messages accompagnés de captures d'écran qu'elle prend on ne sait où, qui stipulent que Jessie est toujours vivant, où l'auteur affirme être en sa présence et relaie le message qu'il n'est pas prêt à reprendre contact avec ses proches. Elle lui écrit des messages directement sur Facebook ou lui adresse des vidéos. Annie, je te laisse nous lire à quel genre de message on a affaire. Tu vas mieux comprendre le ton. Celui-ci date du 27 novembre 2023, soit un peu plus de 3 semaines après la disparition de Jessie. Jessie, joyeux anniversaire, mon grand. C'est tout un parcours qu'il aura vécu et il a encore de nombreuses années devant lui. Je vous confirme à nouveau qu'il est bien portant et qu'il est avec des gens qu'il connaît. Il donnera signe de vie lorsqu'il se sentira prêt. Cette escapade a pris des proportions qu'il n'aurait jamais crues. Et si j'en suis tellement convaincue, c'est qu'il se bat contre moi et voilà pourquoi cela m'épuise tant. Les réseaux, c'est toujours à double tranchant. L'on joint du monde, certes, mais également, ça vise de nos mouvements, d'où le pourquoi je suis restée silencieuse récemment. Dans le cas où vous auriez une nouvelle macabre, je m'engage devant vous tous à ne plus pratiquer ce cadeau qui m'a été offert. C'est à ce point que je crois en lui et mes ressentis. Bon, on comprend un peu mieux le genre, mais là où ces interventions prennent une tournure scandaleuse, c'est lorsqu'en février, donc plusieurs mois après la disparition de Jessie, elle publie une photo d'un jeune homme cagoulé pris sur une caméra de sécurité en train de commettre un vol et la colle à côté de la photo de Jessie, suggérant qu'il s'agit de la même personne.
et elle partage la nouvelle. Elle affirme qu'il s'agit vraisemblablement de Jesse. Il serait bien vivant. Elle ajoute ceci à sa publication. « J'espère seulement que les personnes qui m'ont jugé à tort sauront reconnaître la prochaine fois de faire attention avant de dire quoi que ce soit sur qui je suis. » Ben voyons. Un sous-entendu que ses dons se sont avérés, je pense. Seigneur. Moi-même, je me souviens avoir vu passer cette photo du jeune homme cagoulé. Ça s'est promené beaucoup, Ouais. cette histoire-là, y compris chez la famille de Jesse, avec qui elle a pris contact directement. Bref, j'ai trouvé ça, disons, limite de voir qu'au nom de dons mystiques, on s'autorise à propager de telles nouvelles. En plus de dire que Jesse était toujours vivant, elle le traitait du même coup carrément de voleur. C'est vraiment très maladroit, puis je dirais même irrespectueux. Je ne sais pas comment elle se sent maintenant, la voyante, elle qui a quand même laissé sous-entendre au fil des recherches qu'elle était à ce point sûre de ses dons qu'elle promettait plus ou moins d'abandonner la voyance si ça se terminait mal pour Jessie. Parce qu'Annie, on le sait maintenant, ça me fend le cœur de même le dire, mais l'histoire ne va pas bien se terminer pour Jessie Duchesneau. Le 20 avril 2024, un corps est repêché dans le fleuve Saint-Laurent à Saint-Michel-de-Bellechasse, à la hauteur de la rue de la Dérive. On prendra 4 jours avant d'annoncer aux médias l'identité du corps repêché. 5 mois après sa disparition mystérieuse, Jesse Duchesneau est retrouvé flottant à 30 km d'où il a été aperçu la dernière fois, soit sur la piste cyclable non loin de la rivière Saint-Charles, qui pourtant avait bel et bien été fouillée au lendemain de la disparition. Rappelle-toi, fouillée à pied tellement elle était basse. C'est finalement aujourd'hui que les proches de Jesse Duchesneau, 19 ans, ont obtenu une partie de la réponse. Et Louis-Philippe, c'est un résident de Saint-Michel-de-Bellechasse qui aurait aperçu son corps. Voilà, et qui a alerté la Sûreté du Québec samedi dernier. Par la suite, des analyses ont été faites sur le corps et ce n'est que ce matin qu'on a pu confirmer que le corps était... Qu'est-ce qui a bien pu se passer après ces dernières images pour que Jesse se ramasse dans le fleuve 30 km plus loin? On est encore loin d'avoir la réponse à cette question. Je te dirais même que les hypothèses sont assez peu nombreuses. Les policiers du SPVQ ont tout de même spécifié que le corps ne semblait pas présenter de marques de violence. Encore une fois, j'imagine que ça vaut ce que ça vaut. Comme dans le cas d'Eduardo, ça me désole de voir des policiers si pressés d'annoncer qu'aucun crime ne semble avoir été commis dans ces deux histoires si similaires. Bon, OK, ce sont des morts accidentelles peut-être, mais comment peuvent-ils en être certains au point de l'annoncer publiquement quelques heures à peine après avoir repêché des corps immergés dans l'eau depuis des mois? Exactement. C'est là où je tique. Mais bon, ça c'est ma perception de simple citoyenne qui ne comprend peut-être pas les méthodes qui sont entreprises pour tirer de telles conclusions à une telle vitesse. Si on remonte à la soirée du 3 novembre, une hypothèse est très présente dans l'espace public, tout comme dans le cas d'Eduardo. Beaucoup de gens croient que Jesse aurait été drogué, fort probablement à son insu. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les gens qu'il connaissait sont sans équivoque là-dessus. Jesse ne consommait pas et était même considéré anti-drogue. Ceci étant dit, les rumeurs circulent aussi selon le fait qu'un des gars avec qui il était ce soir-là aurait eu du GHB dans les poches. Est-ce que les gars avaient décidé d'essayer de spiker un peu leur propre boisson? Est-ce que Jesse avait décidé d'essayer quelque chose de nouveau et avait très, très mal réagi? Impossible de le savoir. Par contre, je suis allée voir sur la page Facebook du Midnight Blue et sous un message publié le 7 novembre concernant Jesse, j'ai pu voir quelques commentaires, disons, assez éloquents. Entre autres, celui-ci, je le cite. « Midnight Blue, probablement un des bars les plus dangereux à Québec. » Et plusieurs autres commentaires faisant état de victimes droguées à leur insu à l'intérieur de l'établissement. Voici d'ailleurs le fameux message que le commerce a rédigé concernant Jesse. Annie, tu veux nous le lire? Oui. Selon nos caméras, Jesse a quitté notre établissement vers 1h30. Il serait resté dehors quelques minutes avant de continuer son chemin et sa soirée. Rien ne portait à croire au moment de quitter les lieux que Jesse courait un risque quelconque. Jesse, redonne-nous des nouvelles, le monde commence à s'inquiéter pas mal. Donc, 1h30, Jesse finit par quitter le bar. On peut suivre quelques-uns de ses déplacements jusqu'à 4h45 du matin environ, où il disparaît complètement du champ des caméras.
Bon, bien sûr, il longe la rivière Saint-Charles, mais encore une fois, Annie, semble que la rivière était absolument pas assez creuse. Si, mettons, par malheur, là, Jessie avait perdu pied ou tombé dans la rivière, on l'aurait remarqué, non? C'est un endroit très prisé pour le vélo et le jogging, semble-t-il. Avec une rivière si peu profonde, ça se remarque, non? Un corps allongé. Il me semble que oui, là. Stéphane Luce m'a parlé d'une histoire d'écluse qui aurait peut-être été ouverte en créant un fort courant soudain, mais faut-tu être malchanceux, là, quand même? Ouais. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce qu'il a rencontré une ou des personnes malveillantes en chemin? C'est tellement difficilement explicable, Annie. Surtout, impossible de ne pas voir de similitude avec Eduardo quand même. Ouais. À 1 an près, les 2 histoires sont tellement similaires. 2 hommes, vraisemblablement drogués à leur insu dans un bar, laissés à eux-mêmes, qui aboutissent dans le fleuve. Je ne suis pas une très grande fan des théories du complot, mais on l'a vu même dans le dernier épisode avec Marc-André Simoneau, comment tous ces hommes se retrouvent dans le fleuve. Est-ce que c'est vraiment toujours des accidents? À quel point c'est réaliste de penser ça? J'en ai parlé avec Stéphane Luce et il avait encore une piste de réflexion pour moi. Est-ce que dans le cas d'Eduardo et de Jessie, en tout cas, l'hypothermie pourrait avoir un rôle à jouer? Les 2 hommes étaient dehors en plein mois de novembre, durant une assez longue période, très peu habillés dans le cas d'Eduardo et complètement trempés dans le cas de Jessie qui errait sous la pluie froide. En cas d'hypothermie sévère, on parle d'états de confusion grave et même de délire. Est-ce que ces états pouvaient être exacerbés par la drogue que l'on présume présente dans leur sang? Stéphane me parlait que dans certains cas d'hypothermie grave, l'individu peut se mettre à avoir soudainement très chaud et peut alors se départir de ses vêtements ou chercher une source de fraîcheur à tout prix, Comme ironiquement. une rivière. Est-ce que ce genre de délire aurait pu conduire Jessie ou Eduardo, ou les deux, à se lancer dans le fleuve? Mais t'imagines? Pour moi, on dirait de la science-fiction, Ben oui, bien moi honnêtement, là, mais il faut bien qu'il y ait une explication quand même. Puis je peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'histoire d'Athéna. Tu te rappelles la jeune fille? Écoute, elle est décédée dans 2 pieds d'eau, quelque chose comme ça. Tu t'arrêtes pas de dire que la rivière est pas creuse. Ouais. Lui, c'est un grand gaillard, mais regarde, hypothermie, il était confus. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il s'est noyé Ouais. dans la rivière? Puis est-ce que son corps a simplement été, je sais pas, traîné jusque dans le fleuve? Peut-être. La triste vérité, c'est que pour le moment, on n'en sait rien. L'histoire de Jessie rejoint celle de beaucoup trop de victimes dont on est incapable d'expliquer le sort. On imagine la douleur, la confusion, toutes 2 incommensurables, de la famille et des amis de Jessie et de toute sa communauté qu'il considère maintenant comme le fils de tous, le fils de Paspeya. Un banal week-end de fête avec des amis, une expérience nouvelle pour ce jeune homme qui vivait une vie tout à fait normale et rangée 700 kilomètres plus loin. Je trouve ça injuste, irréconciliable avec ce que devrait être la légèreté de la jeunesse de penser que Jessie n'avait qu'une simple envie de nouveauté et d'un peu d'aventure, puis qu'une banale sortie dans un club de la ville de Québec lui ait coûté la vie. Je suis certaine qu'avec le recul, toute une série de gens doivent amèrement regretter leur gestion de cet événement-là à l'heure qu'il est. En particulier les amis de Jessie qui doivent vivre avec un énorme poids sur les épaules, eux qui ont omis de s'assurer qu'un des leurs était bien portant et en sécurité. Je pense aussi aux gens du bar qui vraisemblablement avaient été mis au courant que Jessie n'était pas dans un état jugé normal et qui n'ont pas appelé les secours. Mais je pense avant tout à tous ceux qui aimaient profondément Jessie et qui doivent maintenant vivre avec le grand vide qu'il a laissé au sein de la communauté de Passepébiac. Un grand vide rempli de questions et d'amertume qui, j'espère, est un peu apaisé depuis que celui qu'ils aimaient tant a été retrouvé, ironiquement, dans le Grand Saint-Laurent, qui a toujours fait partie de sa maison. Michel, pour commencer, j'aimerais te poser une question. Connais-tu une ou des histoires criminelles qui se sont produites en raison notamment d'un manque de rigueur dans la gestion d'un dossier de libération conditionnelle, donc des crimes odieux commis par des individus violents récidivistes? Ben, vite comme ça, il y a celui que tu nous as raconté d'Isabelle Bolduc, qui était absolument terrifiant, cauchemardesque. En effet. C'est pas mal ça, vite comme ça. Oui.
Donc oui, en effet, on peut nommer le tristement célèbre cas d'Isabelle Bolduc que je vous ai raconté à la saison 3, et aussi le meurtre épouvantable du petit Alexandre Nivernoche, 13 ans, assassiné par le récidiviste Mario Bastien, que la journaliste Isabelle Richer couvre dans l'une de ses saisons de son très touchant balado Ma version des faits, à découvrir d'ailleurs là, si ce n'est pas déjà fait. Bref, des cas qui ont marqué l'histoire judiciaire et criminelle du Québec pour de très mauvaises raisons, très peu reluisantes, disons. Des meurtres qui auraient certainement dû être évités, ce qui rend leur histoire encore plus révoltante. À mon avis, ces drames-là, plus on en parle, plus on va faire avancer les choses. Parce que c'est pas banal de constater qu'en dehors du meurtrier qui commet l'acte de tuer, il y a d'autres responsables sur qui reposent des décisions qui ont un impact significatif sur notre société. Des décisions parfois basées sur des perceptions erronées, des rapports incomplets ou carrément des évaluations inexistantes chez le détenu qui, lui, enclenche un processus de libération conditionnelle. Et ça, Michel, c'est ce qui ressort de mon histoire d'aujourd'hui. Oui, un autre cas qui ne doit pas tomber dans l'oubli, puisqu'il met en lumière encore une fois des lacunes graves au sein du Service correctionnel canadien et de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Je vais parler d'un homme, Conrad Brossard, qui, pendant des décennies, a pu poursuivre un parcours criminel violent en se faufilant dans les mailles du système, et ce jusqu'à ce qu'il croise sa dernière victime. Aujourd'hui, je te raconte donc les circonstances choquantes qui ont mené vers le meurtre de Mme Cécile Clément. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de raconter les événements que de le faire en commençant à la source, soit en racontant le parcours criminel de Conrad Brossard. C'est en 1966, alors qu'il est âgé de seulement 18 ans, qu'il reçoit une première sentence d'emprisonnement de 7 ans pour vol à main armée et tentative de viol. 7 ans? Oui. 4 ans plus tard, soit en 1970, il obtient une première libération conditionnelle où il est transféré en maison de transition au centre Saint-Hubert à Montréal, plus précisément. Dès le lendemain de sa libération, le 22 septembre 1970, Brossard s'évade du centre. Dans les heures qui vont suivre son évasion, il va s'introduire dans la voiture en marche d'un homme, M. André Lahaise. Il va prendre contrôle de la voiture et conduire vers la rive sud de Montréal avec son occupant à son bord. Une fois à destination, Brossard va s'en prendre violemment à M. Lahaise, qui va malheureusement mourir sous les 14 coups de couteau que lui inflige Brossard avant de l'abandonner dans un fossé à Saint-Basile-le-Grand. Ça, c'est la première journée où il est sorti de prison. Le lendemain. Oui. Un meurtre gratuit, imprévisible, un geste commis dans un élan de rage incontrôlable de la part de Brossard dans le but de s'évader et d'éliminer le témoin principal de sa fuite. Et malheureusement, c'est pas tout, parce qu'en plus de commettre un homicide, mais dans les jours qui vont suivre, il va aussi perpétrer 2 vols qualifiés dans un immeuble à logement de la rue Amherst à Montréal. Il va notamment réussir à s'introduire dans un des logements, armé d'un couteau et d'une chaîne, puis il va exiger aux locataires de l'endroit de lui remettre leur argent. Il va ensuite les obliger à se déshabiller. Il va les ligoter pour ensuite les frapper à l'aide de sa chaîne. Avant de quitter, il va prendre le temps de détruire certains meubles de l'appartement, puis il va enduire les murs de moutarde. Pardon? Il y a beaucoup d'acharnement. Bon, heureusement, les 2 individus vont survivre à leur attaque. Sa fuite va durer plusieurs semaines avant qu'il soit enfin capturé le 4 novembre 1970. Il est aussitôt accusé du meurtre de M. Lahaise en raison, entre autres, des empreintes digitales qu'il a laissées dans la voiture de sa victime. Il est aussi accusé de vol qualifié et d'attentat à la pudeur. Il est reconnu coupable et va écoper d'une peine de prison à perpétuité avec un minimum de 25 ans d'emprisonnement avant possibilité de libération. Mais tu devines ce qui s'en vient, Michel. Je suis déjà fâchée. Conrad Brossard, qui n'a que 22 ans en 1970, n'en est malheureusement pas à son dernier crime violent. 10 ans de prison vont s'écouler. Le 11 juillet 1980, par le plus grand des hasards, Conrad Brossard obtient une permission de sortie en groupe, puisqu'une visite au Floralie de Montréal, qui est comme une grande exposition horticole d'envergure, est offerte par tirage au sort à certains détenus du pénitencier qui ont un dossier, j'imagine, exemplaire.
il semblerait que le nom de Brossard se soit retrouvé dans la liste des participants malgré qu'il n'en avait pas l'autorisation. Et par hasard, il aurait été pigé. Ça se peut pas. Ce qui a fait en sorte qu'il a pu bénéficier de la sortie au Floralie. Michel, le même scénario d'horreur va se reproduire. Conrad Brossard va réussir à s'évader. Il va sélectionner au hasard un véhicule en marche, cette fois-ci celui de M. Marc Lapierre, qui était tout bonnement stationné en face de l'hôpital Notre-Dame où il attendait sa copine. Brossard entre dans le véhicule de Marc Lapierre, armé d'un revolver, ce qui me laisse présager qu'il avait bel et bien planifié son évasion. Puis, il menace de son arme en exigeant qu'il le conduise vers la rive sud. Une fois le pont traversé, Brossard prend le volant et se dirige vers Sorel-Tracy. Il se rend dans un endroit isolé, demande à son passager de le suivre dans un sentier et c'est là que Brossard dit à Marc Lapierre « Je vais te tirer dans la tête. » Puis il tire. Mais par le plus grand des miracles, Monsieur Lapierre reçoit la balle dans le ventre et non dans la tête. Brossard pose alors le revolver une autre fois sur sa tête et là, au moment de tirer, le mécanisme s'enraye, bloque. Le revolver refuse de tirer une deuxième fois. Quelle horreur. Brossard empoigne alors son couteau, s'agenouille sur les jambes de Marc Lapierre, puis le poignarde à 13 reprises. Comme avec André Lahaise en 1970, Conrad Brossard abandonne à nouveau sa victime sur place. Mais Michel, je ne sais pas par quelle force de la nature, mais Monsieur Lapierre respire toujours. Il reprend conscience, se relève et se rend dans une maison en construction pas trop loin. Sur place, il s'effondre au moment même où un témoin le remarque. Il est vite transporté à l'hôpital. Marc Lapierre va survivre à son attaque sauvage. Wow. Quelques heures plus tard, le jour même, Conrad Brossard est aperçu et arrêté à l'angle des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine à Montréal. Pour cette nouvelle tentative de meurtre-là, Brossard écope d'une nouvelle peine d'emprisonnement, soit 23 ans de prison. Incroyable. Là, Michel, ça prend pas la tête à Papineau pour en venir à la conclusion que Brossard est un homme très dangereux. Tu sais, il a été condamné 2 fois pour des crimes graves, avec des sentences très significatives. Une première sentence de perpétuité avec 25 ans de prison pour le meurtre de M. Lahaise, puis une deuxième de 23 ans pour la tentative de meurtre sur M. Lapierre. Oui, puis il récidive extrêmement rapidement. Absolument. Malgré ça, en février 1987, 7 ans seulement après l'attaque sur Marc Lapierre, Conrad Brossard obtient une semi-liberté et il est transféré en maison de transition. C'est sûr que c'est pas vrai ce que tu me racontes. 7 ans, Michel. Une semi-liberté qui aura, tu te doutes bien, des conséquences funestes. Ah non! Car non, ces 7 petites années-là de prison n'offriront pas à Conrad Brossard l'occasion d'une introspection ni d'une réflexion empreinte de remords, pas du tout. Il va plutôt profiter de cette semi-liberté-là pour se rendre au domicile d'une dame dans le quartier Rosemont, Carmen Perron, qui est la conjointe d'un détenu qu'il côtoyait en prison. Il va poignarder Mme Perron à une dizaine de reprises. Bon, j'ai très peu de détails sur la nature et le mobile du crime, mais je sais que Mme Perron a aussi miraculeusement survécu à son attaque. Brossard sera à nouveau arrêté. Et Michel, à l'issue de son procès pour cette nouvelle tentative de meurtre-là, il obtient encore une fois une sentence de prison à perpétuité, soit 25 ans sans possibilité de libération. On dirait un running gag. On dirait que dans le dossier judiciaire de Conrad Brossard, rien n'est aussi peu crédible que ces condamnations à perpétuité. On dirait que c'est juste du vent, que c'est juste des paroles en l'air. Je suis sans voix. En 1994, on évalue son risque de récidive de moyen à élevé. Moyen à élevé? Oui, mais ça aura quand même comme conséquence, enfin, de lui refuser 5 tentatives pour reprendre sa liberté. Et ça jusqu'en 2001, où son risque de récidive est maintenant évalué de faible à modéré. Ça se peut pas, ce que tu me racontes. C'est ça qui est arrivé, Michel. Et c'est près de 15 ans seulement après sa dernière tentative de meurtre sur Carmen Perron en 1987 que Conrad Brossard se voit à nouveau bénéficier d'une semi-liberté en février 2002. On lui accorde l'opportunité de participer à un projet communautaire de réinsertion sociale.
À ce moment-là, la Commission nationale des libérations conditionnelles prend en compte principalement son rapport d'évaluation psychologique daté du 21 décembre 2001, qui illustre notamment les efforts qu'il aurait faits dans les dernières années, soit les nombreux suivis psychologiques, les différentes formations, l'obtention de son diplôme de secondaire 5. Il se serait même marié pendant sa peine, puis il aurait bâti une relation assez sérieuse avec son épouse lors de ses sorties sans escorte auxquelles il a eu droit. Quand même. Je te lis un extrait de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles rendue en date du 1er février 2002. C'est tiré de la presse du 11 mai de la même année. Le psychologue est d'avis que votre cheminement positif en milieu carcéral depuis votre dernière réincarcération semble avoir tendance à invalider l'hypothèse d'une structure psychopathe déjà émise par certains évaluateurs, soulignant toutefois que vos échecs antérieurs amènent à la prudence. Le psychologue est d'avis que présentement, le risque d'une récidive dans des délits violents et votre dangerosité se situerait entre faible et modéré, et ce, à court et moyennes échéances. Puis un peu plus loin, ils ajoutent « Compte tenu de vos progrès et de la stabilité démontrée, votre équipe de gestion de cas conclut à une diminution du risque de récidive et elle recommande l'octroi de la semi-liberté. Oh. Toutefois, en raison de votre institutionnalisation, de vos échecs antérieurs et de votre besoin d'encadrement et de support, elle croit qu'il vous serait profitable de bénéficier d'une semi-liberté de type projet communautaire avant d'accéder à une mise en liberté plus élargie. Décision, Michel, qui offre donc l'opportunité à Brossard de devenir bénévole, tiens-toi bien, dans un CHSLD, Non. un centre hospitalier de soins longue durée, plus précisément dans le pavillon Cook, un centre d'hébergement situé à Trois-Rivières. Le centre participe au programme de réinsertion sociale, puis il accueille régulièrement des individus qui suivent ce programme-là avant de pouvoir toucher leur liberté complète. Au moment d'engager Conrad Brossard, le centre n'a en main qu'un document très bref qui précise les efforts du détenu dans les dernières années et sa bonne conduite. Rien, Michel, ne précise les échecs de ses tentatives de semi-liberté, ni les crimes qu'il a commis lors de ses libérations conditionnelles antérieures. Rien! C'est incroyable. Les responsables du centre accueillent donc Conrad Brossard comme s'il était un ex-détenu réhabilité qui a le désir de réussir sa réinsertion sociale après avoir purgé sa peine. C'est bizarre comme façon de faire. En même temps, je comprends que tu veux préserver la vie privée, puis aussi peut-être encourager la réinsertion sans trop de jugement, mais dans des cas comme ça, où clairement... Oui, je vais y revenir un peu plus tard, mais tu as tout à fait raison. C'est fâchant. Du même coup, il est hébergé à la maison Radisson, un centre pour les personnes en réinsertion. Il doit donc respecter une liste exhaustive de règlements stricts, axés notamment sur des horaires fixes, sur ses fréquentations permises, puis bien entendu sur l'interdiction de consommer des drogues puis de l'alcool. À la maison Radisson, un retard de 5 minutes de la part d'un résident est considéré comme une évasion. Les intervenants doivent donc automatiquement contacter la police en cas de retard. Brossard a aussi la permission de recevoir la visite de sa nouvelle épouse qu'il a rencontrée en prison alors qu'elle était bénévole auprès des détenus. C'est précisément le 6 février 2002 que Brossard débute son bénévolat au pavillon Cook, dans l'équipe de récréologie qui s'occupe d'organiser les activités auprès des résidents, soit les événements festifs, les spectacles, les jeux comme les après-midi bingo du mardi, par exemple. Brossard travaille à placer le matériel, entretenir les salles, faire le ménage dans les pièces de rangement. Bref, pendant plusieurs semaines, il est un bon employé au dire de la responsable de l'équipe. Il respecte son horaire de la maison Radisson à la lettre, suit les règlements, puis se présente tous les jours comme prévu à son travail au CHSLD. Au fil des semaines, il prend ses aises. Il est même apprécié du personnel puis de certains résidents. Certaines femmes le trouvent même charmeur, attentionné. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Mme Cécile Clément, une dame de 55 ans qui se présente une fois par semaine au pavillon Cook en autobus pour visiter sa mère, qui est résidente du centre. Elle vient spécifiquement les mardis afin de participer avec sa mère au fameux bingo d'après-midi. Conrad Brossard a la charge de préparer la salle pour l'activité. Donc, il croise hebdomadairement Mme Clément. Il est poli avec elle, ils échangent quelques mots, puis, au fil des semaines, ils développent une relation plutôt amicale, je dirais.
Ce qu'il faut savoir, là, c'est que Mme Clément n'est pas au courant du passé criminel de Brossard. Là. Elle pense plutôt qu'il est un stagiaire en récréologie. Mme Clément va même se confier à Jocelyne, une de ses bonnes amies, en lui disant qu'elle le trouve de son goût, qu'elle pourrait peut-être développer une relation plus sérieuse avec Conrad Brossard. Donc, elle n'a aucune idée que c'est un ex-détenu dans un programme spécial. Absolument. Aucune idée, Michel. Cécile Clément habite seule dans un appartement du 49-25 rue Émile-Jean à Trois-Rivières. Elle a une fille devenue adulte avec qui elle a une bonne relation, puis elle passe aussi beaucoup de son temps avec sa sœur Thérèse qui habite aussi à Trois-Rivières. Madame Clément, là, elle me fait penser beaucoup à ma mère. Une madame qui a une petite vie bien rangée, bien entourée, tranquille, puis qui s'occupe de sa mère au CHSLD à toutes les semaines, comme ma mère l'a fait pendant des années pour ma grand-mère. Cette histoire-là m'a profondément touchée, Michel. Malheureusement, pour Cécile Clément, personne n'aurait pu prévoir le drame qui allait se produire le 30 avril 2002, soit moins de 3 mois après que Brossard ait obtenu sa semi-liberté. Je suis tombée sur un épisode de la série documentaire Un rendez-vous avec la mort, qui porte justement sur l'histoire de Mme Clément. Ça raconte en détail les événements qui ont mené au drame. Je t'en fais donc le portrait. Le mardi 30 avril, Cécile Clément a rendez-vous avec sa mère pour le mardi bingo au pavillon Cook, comme à chaque semaine. Elle compte y passer l'après-midi avant de sortir souper chez sa sœur Thérèse en compagnie de ses 2 amies, Jocelyne et Suzanne. Au moment du bingo, certains employés et résidents remarquent que Conrad Brossard est plus attentionné envers Mme Clément. Par exemple, il lui amène un café, il vient lui parler régulièrement. Bref, il est un petit peu plus présent qu'à son habitude. Mme Clément n'est pas dérangée par son attitude. Là. Au contraire, elle le trouve plutôt sympathique. Une fois le bingo terminé, autour de 15h30, Mme Clément reconduit sa mère à sa chambre et elle quitte ensuite le CHSLD. Elle compte faire un arrêt dans le Petit Boisé, tout près du pavillon, pour aller cueillir des cocottes, avant de prendre l'autobus pour retourner à la maison. Si Brossard laissait transparaître un personnage amical et bienveillant cet après-midi-là, on apprendra plus tard qu'il était pourtant en train de mettre en œuvre un plan bien calculé, Michel. Parce qu'en prévision de ce mardi fatidique, il a mis la main sur une paire de ciseaux dentelés qu'il a trouvés dans une pièce à débarras au pavillon. Il l'a prise, puis il l'a cachée, enveloppée dans un sac en tissu afin de pouvoir le récupérer plus tard. Une fois le bingo terminé, Brossard range la salle beaucoup plus rapidement qu'à son habitude. Au dire des témoins, il semblait même un peu pressé. Il récupère ensuite discrètement la paire de ciseaux qu'il avait cachée au préalable. Il prend le temps de couper une corde sur le sac en tissu pour ensuite la glisser dans sa poche. Il se dirige ensuite dans le vestiaire des employés puis s'empare des clés de voiture d'une collègue qui n'aura pas connaissance du vol avant la fin de son chiffre de travail prévu seulement à 19h. Conrad quitte son travail plus tôt que prévu sans se faire remarquer, se rend dans le stationnement et vole le véhicule, une Néon 4 portes de couleur beige. Madame Clément, qui termine sa cueillette de cocottes, se rend à l'arrêt d'autobus. Au même moment, elle entend un klaxon. Puis elle remarque la Néon beige avec Conrad Brossard au volant. Elle le salue, il s'arrête puis lui propose gentiment de la ramener chez elle. La dame accepte. Il est presque 16h20 lorsqu'un voisin de Mme Clément remarque la Néon arriver dans le stationnement de son immeuble à logement. Il la remarque parce que Brossard a stationné la voiture très croche, très malhabilement entre les lignes de la place de stationnement. Il voit Cécile Clément sortir du véhicule avec l'homme et les deux se dirigent vers son appartement. Moins d'1 heure plus tard, le même voisin remarque l'invité de Mme Clément sortir de l'immeuble, mais en courant vers son véhicule. Il reprend sa voiture, puis il décolle à toute vitesse sans même faire son stop. Autour de 17h10, on remarque à la maison Addison que Brossard n'est toujours pas rentré. Son heure de retour prévue étant 17h, il a maintenant 10 minutes de retard. Mais Michel, au lieu d'enclencher le protocole en avisant la police, les responsables du centre essaient plutôt de localiser Brossard. En raison de sa bonne conduite, ils estiment qu'il aura sûrement une bonne explication. Ils contactent donc le pavillon Cook. On les informe que Conrad Brossard a quitté pour la journée et ne sont pas en mesure de donner plus de détails. Vers 17h40, Jocelyne et Suzanne, les amies de Cécile Clément, se présentent à son appartement afin de la récupérer pour aller souper. Étrangement, aucune réponse.
Elle sonne à répétition. Cécile ne répond pas. Elles vont même jeter un coup d'œil à la porte patio. Leur amie semble absente. Elles décident donc de se rendre chez Thérèse, la sœur de Cécile, où le souper doit avoir lieu. Peut-être que leur amie s'est rendue directement sur place, là, pour une raison ou une autre. Pourtant, à leur arrivée, elles sont surprises de constater que non, Cécile n'est pas là. Elle retourne donc à son domicile dans l'espoir qu'elle y soit. Au même moment, vers 17h50, à la maison Radisson, toujours aucune nouvelle de Conrad Brossard. Il est introuvable. Les intervenants décident enfin d'aviser la police de l'évasion après 50 minutes de retard. Oh, Annie. Cécile Clément aussi demeure introuvable par ses amis. Il est 18h10 lorsqu'elle tente une deuxième fois de cogner chez elle. Les dames essaient même d'entrer de force dans l'appartement, mais impossible. Elles sont de plus en plus inquiètes et décident de retourner chez Thérèse une dernière fois où elles vont tenter de contacter des proches afin de retracer leur amie. Mais encore une fois, rien. Les trois dames, Jocelyne et Suzanne, les amies de Mme Clément, et Thérèse, sa sœur, décident de retourner à l'appartement et de demander cette fois-ci à la concierge d'ouvrir la porte, ce qu'elle va accepter de faire. À première vue, aucune trace de lutte dans l'appartement. Il semble que des tasses de café ont été servies dans la cuisine comme si Mme Clément avait eu de la compagnie. Les dames se rendent ensuite dans la chambre à coucher. Puis Michel, c'est une vision d'horreur qui va les happer de plein fouet. La description de la scène est très percutante, je vous avertis. Madame Clément est retrouvée dans son lit, couchée sur le dos, les jambes pendantes sur le côté du lit. Elle a les mains attachées par une corde. Elle est bâillonnée avec une guenille dans la bouche. Ses pantalons et ses culottes sont au sol. Elle baigne dans une grande quantité de sang au niveau de la tête. Elle semble avoir été poignardée à la nuque. Une de ses amies prend soin de prendre le pouls sur ses 2 poignets, mais rien. Sa sœur Thérèse là, est en état de choc dans le salon. C'est l'incompréhension totale. La police est évidemment contactée sur le champ. Parallèlement à la découverte du corps de Mme Clément, un peu après 19 heures, 2 employés du pavillon Cook se rendent au poste de police afin de rapporter le vol de la voiture. L'une des employées fait le lien entre le vol et l'appel qu'ils ont reçu de la maison Radisson qui cherchait Conrad Brossard. Elle est persuadée que c'est lui qui l'a volé puis qui s'est évadé. Pendant qu'elles attendent au poste, elles se rendent compte aussi qu'il semble y avoir un branle-bas de combat, comme s'il se passait un événement grave. En s'adressant à un policier, l'employé avance l'hypothèse que Brossard, un ex-détenu, aurait pu commettre un crime au moment de son évasion. Et comme de fait, la police fait rapidement le lien entre les 3 affaires, soit l'évasion de la maison Radisson, le vol de la voiture et le meurtre de Mme Clément. Un avis de recherche est vite lancé par la Sûreté du Québec afin de retrouver le fugitif. Dans les journaux, on dépeint Conrad Brossard comme un individu dangereux, violent, au lourd passé criminel. Il va s'écouler 4 jours avant qu'il soit enfin retracé et arrêté par la SQ le samedi 4 mai 2002. Il se cachait dans la municipalité de Saint-Anicette, au sud de Montréal, où il a tenté de se réfugier chez des connaissances qui, eux, l'ont finalement dénoncé après avoir vu l'avis de recherche dans les médias. Son arrestation et l'histoire du meurtre de Cécile Clément vont rapidement amener l'indignation générale. Ah, je sais, moi-même, Je sais, en ce moment. Il est formellement accusé de meurtre au 1er degré, séquestration, agression sexuelle armée et de possession d'une arme illégale. On dénonce aussi haut et fort dans les médias les circonstances du crime en plus des antécédents criminels graves de Brossard. Surtout, on pointe du doigt la Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada. D'ailleurs, une enquête sera ouverte et un comité sera mis sur pied afin de se pencher sur la décision qui a mené vers la remise en liberté de Brossard quelques mois auparavant. On peut lire plusieurs chroniques dans les journaux rédigées par des proches de Cécile Clément, dont sa nièce, Joanne Gibson, qui est la fille de Thérèse, la sœur de Cécile. Elle est en quelque sorte la porte-parole de la famille. Elle lance un message fort pour dénoncer justement les lacunes du système qui ont joué un rôle majeur dans la mort de sa tante. Dans la presse du 22 mai 2002, elle lance une réflexion qui s'adresse aux commissaires responsables d'accorder ou non une libération conditionnelle à un détenu comme Conrad Brossard. Michel? Il y a de graves failles dans le système. Je me demande si les 3 commissaires qui ont relâché Brossard l'auraient accueilli chez eux. Ils devraient peut-être se poser cette question avant d'approuver une libération.
Le risque était-il assez faible pour laisser Brossard allumer les bougies du gâteau d'anniversaire de leur enfant, l'amener jusqu'à l'arrêt de bus, le reconduire chez lui en voiture? Puis elle ajoute aussi, « Ma tante est morte parce qu'il fallait donner à un criminel irrécupérable la chance de réintégrer la société en douceur. Le pire, c'est que les personnes qui auraient pu faire quelque chose pour protéger la société contre ce monstre, pour protéger ma famille, n'ont rien fait. » C'est absolument vrai. Ben oui. C'est absolument révoltant. Puis on l'entend bien, hein, sa peine, sa colère. En plus de dénoncer l'inaction des institutions, là, on en a parlé tantôt, elle réclame que l'identité des ex-détenus soit divulguée plus clairement à la population, là. Chantal Vincent, la fille de Cécile Clément, le dit elle-même dans un article de la presse du 20 juin 2002. Sa mère n'aurait jamais côtoyé Brossard si elle avait su les détails de son parcours criminel. Michel, est-ce que tu veux nous lire un extrait? Mon Dieu, si elle avait su qui elle était réellement, elle aurait été la première à s'indigner de sa présence dans ce genre d'endroit et surtout de sa semi-liberté. Je crois que Brossard, lui, n'aurait jamais eu l'occasion de revoir le sourire de celle qu'il voyait comme sa victime. Et oui, c'est lui qui a enlevé ce merveilleux sourire, et à jamais. Ça brise le cœur. Tellement. Elle amène aussi un point important, le fait que Brossard a obtenu sa semi-liberté malgré un risque de récidive coté de faible à modéré. Premièrement, c'est pas un risque nul. Non. Puis le risque est toujours présent, mais surtout, écoute, Michel, on parle pas d'un risque de récidive en matière de vol à l'étalage, là. Ah, c'était épouvantable. Mais bien de viol et de meurtre, des crimes graves. Donc, à ses yeux, sa mère a été trahie par Brossard, oui, mais aussi par le système. Absolument. Absolument. Bon, évidemment qu'en matière de récidive, le risque n'est jamais nul, hein, on se doute bien. Joanne Vallée, directrice générale de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, a écrit une lettre très touchante, publiée aussi dans la presse du 20 juin, en réponse aux témoignages et à la dénonciation publiée par Chantal Vincent, la fille de Mme Clément. Mme Vallée le reconnaît bien humblement l'échec en lien avec les efforts déployés dans la réhabilitation de Conrad Brossard. Elle et ses ressources là, qui travaillent corps et âme à la réhabilitation des ex-détenus le font de manière sincère. Là. Puis ils croient fermement à la réussite des programmes de réinsertion. Ça existe, Michel, là, des détenus qui réussissent. Bien sûr. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'échecs là, qui ne se terminent pas nécessairement par un événement tragique comme dans le cas de Brossard. Mais est-ce qu'il faut pour autant songer à abandonner des programmes de réinsertion sociale? Non, mais en même temps, avec Brossard, c'était plusieurs récidives. Exactement, là. c'est un dossier particulier. C'est là aussi que mais c'est pas le très seul, fâchant. il y en a eu d'autres beaucoup, tu sais. Mais bon, le problème se trouve plutôt, je pense, dans les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles là, qui permettent parfois à un détenu dangereux et inapte comme Brossard, là, d'entamer un processus de réinsertion sociale en semi-liberté, avec encadrement spécial ou non. Conrad Brossard n'aurait jamais dû se voir octroyer une nouvelle libération conditionnelle, point à la ligne. Puis là, son processus judiciaire à la suite du meurtre de Mme Clément va s'étendre sur plusieurs mois. Surtout parce qu'avant l'enquête préliminaire en juin 2002, Brossard sera sauvagement attaqué à l'aide d'une fourchette par son colocataire de cellule à l'établissement Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines. Son attaque est reliée au fait que depuis le meurtre de Cécile Clément, là, le processus de libération conditionnelle se serait un peu complexifié, ce qui a eu pour effet de mettre en colère les autres détenus. Je comprends. En plus, quelques jours après son attaque en prison, Brossard sera victime d'un ACV dont il va se remettre, mais qui a pour effet de repousser le début de l'enquête préliminaire au début novembre, soit plus de 6 mois après le meurtre. Lors de l'enquête préliminaire, plusieurs témoins ont été amenés à témoigner, dont un autre détenu, Denis Chrétien, qui partageait la chambre d'hôpital de Brossard à la suite de son attaque et de son ACV. Brossard aurait tout avoué à son compagnon de chambre concernant le meurtre de Cécile, en lui racontant tout en détail là, ses faits et gestes, jusqu'à mimer le coup fatal qu'il a donné à Cécile à l'aide de la paire de ciseaux. Il lui aurait expliqué avoir attaché et bâillonné la dame pour éviter qu'elle se sauve parce qu'il avait peur de se faire prendre. Il aurait aussi partagé son intention de plaider l'aliénation mentale au moment de son procès. Bon, procès qui sera d'ailleurs exigé à la suite de l'enquête préliminaire. Le début des audiences seront repoussées à plusieurs reprises à la demande de son avocat afin de justement préparer la dite défense d'aliénation mentale.
Mais Michel Conrad Brossard va prendre tout le monde par surprise le 12 août 2003 au Palais de justice de Trois-Rivières lorsqu'il se présente à son premier jour de procès. Contre toute attente, il plaide coupable à des accusations de meurtre au 2e degré. Les autres charges ont été abandonnées, notamment celle d'agression sexuelle. Toutefois, puisque Conrad a déjà été condamné à un crime semblable dans le passé, il obtient automatiquement une sentence de 25 ans de prison sans possibilité de libération. Nous sommes 21 ans plus tard et Conrad Brossard purge toujours sa peine. Est-ce qu'au bout de sa sentence, on va lui accorder sa libération conditionnelle? Je sais pas, mais j'ai comme l'impression que tous les projecteurs seront rivés sur la Commission nationale des libérations conditionnelles à ce moment-là. Puis j'espère qu'ils prendront une décision plus éclairée, mettons. C'est en décembre 2003, quelques mois après le procès, que le comité d'enquête sur la libération conditionnelle de Conrad Brossard a rendu son rapport disponible. Lors de leur enquête, ils ont notamment interrogé plusieurs personnes impliquées dans le programme de réinsertion sociale de Conrad Brossard à Trois-Rivières. Ils ont aussi analysé ses rapports psychologiques et psychiatriques et tous les rapports fournis par son agent de libération conditionnelle. Ils ont même analysé les comportements des commissaires qui ont accordé la libération à Brossard. Une fois l'enquête terminée, ils ont mis en commun leurs observations, puis ils ont rédigé des recommandations qu'ils partagent par le biais de leur rapport officiel. Parmi les constats, le comité dénonce, entre autres, que la plupart des détenus qui ont potentiellement le droit d'obtenir une libération conditionnelle n'ont pas nécessairement droit à une évaluation psychologique adéquate qui permettrait d'analyser en profondeur leur capacité à obtenir une libération ou non. Je m'explique. Le Service correctionnel canadien, principalement la Division du Québec, font affaire avec des psychologues à la pige pour évaluer les détenus en prévision de leur demande de libération. Le comité d'enquête présente donc cette situation-là comme une lacune, puisque le rapport indique que les psychologues qui acceptent d'évaluer les détenus, ils le font avec un taux horaire très bas, en fait beaucoup plus bas que leur taux horaire habituel, ce qui laisserait présager que certains psychologues n'y mettent pas beaucoup d'efforts dans l'évaluation, ce qui a pour effet que les rapports d'évaluation des détenus sont parfois incomplets ou du moins d'une moins bonne qualité. Ce qui est dramatique quand tu y penses parce que ça fait en sorte que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'a pas en main un portrait juste des détenus. Ils basent donc leurs décisions sur des informations imprécises. D'ailleurs, le comité d'enquête ne relève aucun manquement chez les commissaires par rapport au processus en lien avec la remise en liberté de Conrad Brossard, puisqu'ils indiquent qu'en fonction de l'information qu'ils avaient en main pour prendre leurs décisions, celle-ci s'est avérée justifiée. Le rapport d'enquête dénonce donc davantage le Service correctionnel canadien, Division Québec, puisqu'ils n'ont pas transmis une chronologie complète du dossier de Conrad. Je parle ici de ses tentatives de réhabilitation ratées dans le passé en raison des actes violents qu'il a commis. Ils n'avaient pas ça en main? Non, la commission n'avait pas ça. Il y avait un rapport incomplet. C'est une information cruciale. Voyons. Brossard avait un bon comportement depuis les dernières années. C'est tout ce qu'il savait. Oui, mais dans le fond, ça reflétait aucunement l'ensemble de sa vie carcérale des 30 dernières années. Tu comprends? C'est fâchant. Le comité d'enquête a aussi soulevé un manquement du côté de la maison Radisson, puisqu'on se rappelle qu'ils ont attendu 50 minutes pour aviser les autorités, malgré le fait qu'ils se sont rendus compte de l'absence de Conrad Brossard à 17h10, donc 10 minutes après leur limite. Est-ce que si la police avait été avisée sur le coup, ils auraient été en mesure de retracer Brossard avant qu'il commette le meurtre? Bon, je veux pas dénigrer le travail des intervenants à la maison Radisson, parce qu'en dehors de ça, ils ont eu une approche irréprochable dans la gestion du dossier de Conrad Brossard. Mais malheureusement, on n'a pas le choix de soulever leur mauvaise décision qui a peut-être mené vers le dénouement tragique qu'on connaît. À la suite de la lecture du rapport, évidemment que la famille de Cécile Clément est indignée, puis avec raison. Même si le rapport minimise un peu le blâme sur la Commission nationale des libérations conditionnelles, la famille, elle, entend poursuivre les deux institutions, soit le service correctionnel puis la Commission des libérations. J'ai tenté de trouver de l'information en lien avec une éventuelle poursuite, mais j'ai pas réussi à mettre la main sur plus d'informations. Donc, je ne sais pas s'ils ont été freinés dans leur démarche ou si finalement ils ont pris la décision de ne pas aller de l'avant pour diverses raisons.
Cela dit, Joanne Gibson, la nièce de Cécile Clément et la porte-parole de la famille, a lancé un message clair dans les médias sur lequel j'ai envie de conclure, puisqu'à mon avis, ça reflète parfaitement notre pensée collective quant au drame qui a touché cette belle famille soudée. Je la cite. « Pour nous, comme pour tout le Québec, pour ma cousine Chantal Vincent, sa fille, Cécile Clément ne laissera pas le souvenir d'une victime, soit la victime d'un monstre ou la victime d'un système, mais celui d'une bonne personne dont la mort servira peut-être à protéger la vie de d'autres citoyens vulnérables comme elle. Pour l'amour de Cécile et pour le bien des femmes, nous poursuivrons le combat. Nous lui avons promis. Et nous demandons l'aide des Québécoises et des Québécois. Rien ne changera si ce drame tombe dans l'oubli. » Vous venez d'entendre le dernier épisode de la saison 4 de Captive. Merci d'être si nombreux à nous suivre et à nous écouter. Merci aussi d'être si patients entre nos saisons. On travaille fort à vous offrir des épisodes qui nous touchent et nous ressemblent. On espère de tout cœur que vous avez apprécié cette saison-ci. Et si c'est le cas, on vous rappelle, ou plutôt on vous invite à aller inscrire une note de 5 étoiles via votre plateforme d'écoute préférée. Ce petit geste nous fait grandement plaisir et nous permet bien sûr de maintenir une très belle visibilité. N'oubliez pas que notre livre « Captive, crimes réels et disparitions mystérieuses au Québec », publié par les éditions Fidèles, est toujours disponible partout en librairie ou sur toutes les plateformes de livres audio. Merci à tous et à une prochaine saison. Si vous avez des informations relativement à la soirée du 3 au 4 novembre 2023 qui concernent Jessie Duchesneau, n'hésitez pas à contacter le service de police de Québec au 418-641-6311. Captive est enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blais. Thème musical, L'Indice.